Notre environnement spatial familier comprend le Soleil et 8 planètes depuis que Pluton a été exclu pour non-conformité. Cette information est inculquée aux enfants dès l'école en omettant des nuances importantes, comme par exemple la présence de planètes naines entre les orbites des géants gazeux. Parmi elles, on distingue particulièrement la petite planète nommée en l'honneur de la déesse romaine de l'agriculture, Cérès. La planète est une petite sphère de 975 sur 909 km qui tourne entre Mars et Jupiter dans la ceinture d'astéroïdes. La surface de Cérès est comparable à celle de la Yakoutie, mais cette dernière est plus grande. Plusieurs fois, dans des cercles restreints, la colonisation de Cérès a été envisagée comme base pour des colonies orbitales ou des voyages interplanétaires. Pourquoi les scientifiques considèrent-ils une telle possibilité ? Est-ce que ce minuscule corps céleste possède vraiment des conditions favorables à la terraformation ? Et s'agit-il réellement de ce monde aquatique que nous recherchons depuis des décennies ? Essayons de comprendre. La colonisation de Cérès a été sérieusement envisagée après l'analyse des données de la sonde Dawn. La NASA l'a lancée dès 2007. La sonde visait à étudier Vesta et Cérès, les plus grands objets de la ceinture principale d'astéroïdes, bien qu'ils soient classés comme petites planètes. L'appareil avait pour mission d'étudier la véritable forme et la taille exacte de ces corps célestes, ainsi que de déterminer les détails du relief afin d'établir des cartes relativement détaillées. Dawn, ou Aube, a parfaitement accompli sa mission, arrivé en orbite autour de Cérès, situé à 418 millions de kilomètres du Soleil, en avril 2015, il y est resté jusqu'à la seconde moitié de 2018, jusqu'à l'épuisement complet de son carburant. À partir de ce moment, la mission de 11 ans est considérée comme entièrement terminée. A-t-on accompli toutes les tâches prévues pendant ce temps ? Bien sûr. Qu'a découvert la sonde orbitale à la surface de Cérès et quelles conclusions les astronomes ont-ils tirées après avoir analysé les données recueillies ? Sur la base de dizaines de milliers de photos, on a pu découvrir les pièges à froid suivants sur Cérès. Cette découverte de la sonde renforce l'idée d'un monde potentiellement aquatique évoquée au début de la vidéo. Les pièges naturels sur cette petite planète se présentent comme suit. Les cratères d'impact situés plus près des pôles contiennent des régions dont la surface n'est jamais exposée à la lumière du Soleil. La température au fond des énormes cratères ne dépasse jamais moins 150 degrés Celsius. Selon les scientifiques, c'est là que la glace d'eau est stockée comme dans un réfrigérateur. Selon les calculs, la superficie des pièges découverts sur Cérès est de 1800 km². En fait, la gravité de la planète permet aux molécules d'eau de rester à sa surface. Donc, la présence d'accumulation de glace au fond de nombreux cratères est tout à fait logique. La montagne de glace Aouna est le cryovolcan le plus proche de notre étoile, et le seul sur Cérès. La montagne, haute de 4,5 km, est composée de glace et est également marquée par des sillons longitudinaux, supposément laissés par des rochers dévalant les pentes. C'est un cône tronqué, à base elliptique de 13 sur 21 km. Le bloc de glace s'est formé à la suite de multiples cryo-éruptions. Au lieu de la lave, un liquide d'ammoniac et de méthane s'écoule du cratère du volcan, se répandant et jaillissant à plusieurs centaines de kilomètres vers le haut. La structure spécifique d'Aouna confirme la présence sous la surface de Cérès d'importantes réserves d'eau salée liquide. Les mystérieuses taches blanches. Une caractéristique distinctive de la surface de Cérès est une zone blanche éclatante dont l'origine fait débat parmi les scientifiques depuis plusieurs années. Elle se trouve au fond du cratère Akator, d'une profondeur de 6 km découvert par la sonde Rassvet. L'analyse du spectromètre a montré que ces taches sont composées de cristaux de soude, mais on ignore comment ils sont apparus au fond de cet immense cratère. Les astronomes pensent que l'évaporation de l'eau liquide a joué un rôle ici. L'impact de la météorite à l'origine du cratère aurait fait fondre l'eau souterraine, provoquant la disparition du liquide et laissant un dépôt de carbonate. Au matin, une brume blanche monte sur Akator et emplit à moitié le cratère.
Les tâches ont été nommées d'après les anciennes fêtes romaines Facula, Cerialia et Venalia. Outre les 3 caractéristiques brillantes, une surface de glace lisse a été observée sur Cérès, parfois couverte de cratères. La température sur la planète naine varie de -106 à -33 degrés. La durée de l'année est de 4,6 degrés. Des dizaines de cratères ont été découverts sur la planète, et 17 d'entre eux ont reçu des noms propres, tous nommés en l'honneur de divinités de l'agriculture et de la fertilité. On y a également trouvé des réserves de roches riches en matières organiques. En discutant des données obtenues lors de la mission de 2 ans, les scientifiques s'accordent sur un point. Cérès est un corps céleste riche en ressources en eau et pas seulement sous forme de calottes glaciaires ou de congélateurs naturels. Les spécialistes affirment que, puisque la planète est composée à 25% d'eau, les réserves naturelles de 25 sur Cérès pourraient dépasser toutes les ressources en eau douce dont disposent les terriens. On suppose qu'elles sont dans le manteau du corps céleste. Il faut revenir sur la colonisation. On pense que toutes ces richesses naturelles, concentrées dans une couche de glace de 90 km, pourraient rendre un service inestimable aux astronautes ou aux colons. La faible gravité de Cérès est également considérée comme un avantage, car le transport depuis la surface de la planète deviendra très économe en énergie. On peut installer un complexe industriel sur un petit corps céleste pour extraire des matières premières des astéroïdes. La planète possédant environ 200 millions de kilomètres cubes de glace, on peut espérer la transformer en système d'oxygène et d'hydrogène. Il sera nécessaire à la production de carburant. En outre, il est également logique de développer l'industrie minière directement sur Cérès. Il est probable que la première colonisation humaine se fera sur la Lune et Mars, puis viendra celle de Cérès. Pourtant, malgré ses atouts, la planète naine n'est pas si inoffensive pour l'homme. Voici quelques inconvénients qu'il faudra prendre en compte. Il n'y a pas de champ magnétique sur Cérès, ce qui aura inévitablement un impact sur la santé humaine. Ici, il y a un manque total de lumière solaire et une couche atmosphérique très mince. Et en plus, Cérès est extrêmement vulnérable aux bombardements d'astéroïdes. Malgré tout ce qui a été mentionné, la planète naine reste une cible très convoitée, que nous atteindrons forcément un jour. De partout, on nous effraie avec toutes sortes de cataclysmes et on affirme que la Terre, en tant que berceau de l'humanité, est littéralement à l'agonie. Mais nous proposons de ne pas paniquer et de porter notre attention sur les autres planètes du système solaire qui, en plus de la nôtre, sont au nombre de 7. Il faut rendre hommage aux astronomes terrestres. Pendant tout ce temps, ils ne sont pas restés les bras croisés, mais ont tenté d'étudier activement les planètes voisines à l'aide d'équipements modernes et de sondes. Peu à peu, ils ont atteint l'Urane brumeuse, très lointaine. Mais c'est une géante gazeuse sans surface solide sur laquelle on pourrait atterrir. Et en plus, elle est complètement gelée, allez-vous objecter? Et alors, comme le disait le héros d'un célèbre film, rien n'arrête les patriotes. Regardons Uranus à travers les yeux de Voyager 2, la seule sonde à avoir visité les environs de la planète. Alors, à quoi ressemble ce géant gazeux bleuâtre, constamment couché sur le côté et gelé? Ce monde est aussi différent du nôtre qu'un ballon de basket, lait d'un oursin. Il fait extrêmement froid sur Uranus. Si vous y viviez, vous devriez supporter une température de -224 degrés Celsius. Et il faudrait aussi s'habituer à ne jamais avoir de sol sous les pieds. Ce serait comme vivre parmi les nuages. Les états de la matière ici n'ont pas de frontières nettes. Le gaz se transforme progressivement en liquide, qui à son tour devient une sorte de solide. Sur la planète, partout flotte l'odeur du sulfure d'hydrogène et de l'ammoniac, d'œufs pourris et d'urine. Ouran est 60 fois plus grand que la Terre. Ici, des vents soufflent à une vitesse de 824 km/h et des orages éclatent presque en permanence, surpassant tous ceux de la Terre réunis. L'endroit n'est évidemment pas pour tous. Ajoutez à cela un hiver de 42 ans et d'autres saisons d'une durée similaire.
Pas étonnant que la planète ait été ignorée si longtemps, non? Mais en 1986, une sonde de la NASA, appelée Voyager 2, est tout de même passée près d'Uranus. Et bien que la visite ait été de transit et la rencontre assez brève, la sonde a réussi à photographier le système d'Uranus avec ses anneaux et ses satellites les plus proches. La fausse couleur d'Uranus? L'anneau externe d'Uranus? Miranda lune d'Uranus. Les couleurs d'Uranus, la couleur réelle à gauche et la fausse couleur des vues d'Uranus. Le 17 janvier 1986, à une distance de 5,7 millions de miles, 3 lunes. 3 lunes découvertes par Voyager 2, 1986 ISU 1986 U3 et 1986 U4 le 18 janvier 1986 à une distance de 4,8 millions de miles. Abéron. La meilleure image d'Abéron montre des cratères et un grand pic sur le bord inférieur de la Lune, le 24 janvier 1986 à une distance de 400 décimilles miles. Le système d'anneaux vu de l'arrière montre une répartition continue de petites particules dans tout le système d'anneaux le 24 janvier 1986 à Béron à une distance de 147 000 miles. Lorsque le chef de projet Edward Stone a fait le point sur la mission, il a déclaré qu'aucune sonde n'avait jamais vu un système aussi inhabituel. Les scientifiques ont été particulièrement frappés par la soi-disant queue magnétique découverte par Voyager 2 près du géant de glace, ainsi que par les paysages de Miranda, l'un des satellites les plus proches de la planète, qui était clairement visible sur les photos transmises par la sonde. Sur la Lune uranienne, pour des raisons inconnues, il s'est produit un incroyable mélange de mondes hétérogènes. Des vallées et des canaux martiens, des failles mercuriennes très profondes, des sillons de Ganymède et d'énormes cratères lunaires. Ici, au moins 10 types de reliefs se sont réunis. De plus, entre autres, l'appareil a procédé en passant à une analyse de l'atmosphère d'Uranus, a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 satellites encore inconnus auparavant. Comme on dit, tout ce qu'il a eu le temps de faire, mais pourquoi aucun autre appareil n'a-t-il honoré le géant de sa visite depuis ? La situation déplorable s'est produite pour la même raison que dans le cas du lointain Neptune. Le lieu étudié se trouve incroyablement loin. Tout d'abord, avec le niveau actuel de la technologie, un vol jusqu'à Uranus prendrait au moins 15 ans et serait accompagné de multiples manœuvres gravitationnelles. Deuxièmement, aucun panneau solaire ne fonctionnerait à une distance de 3 milliards de kilomètres. Uranus tourne 20 fois plus loin du Soleil que la Terre, nécessitant ainsi une source d'énergie nucléaire bien plus complexe et coûteuse. Le problème suivant est la transmission adéquate des données, car il n'y a aucun intérêt à organiser une expédition coûteuse et longue qui enverrait sur Terre des photos de la qualité du siècle dernier. Il est donc logique de s'interroger sur l'installation d'une immense antenne sur la station uranienne et la création d'un récepteur terrestre géant. Le dernier obstacle est l'équipe de spécialistes qui supervise le vol. En effet, pendant ce temps, le nombre de membres du personnel peut bien diminuer et nous n'avons même pas encore commencé à discuter de l'équipement de la sonde. En résumé, la tâche sera très difficile mais faisable. La question principale est: pourquoi ces efforts sont-ils nécessaires au-delà de la compréhension de la formation des géantes glacées et de leur système? Mais il y a des raisons et elles sont importantes: l'extraction de ressources précieuses et la seconde, la possible colonisation de la planète. Oui, vous avez bien entendu, un corps céleste sans surface peut être colonisé par des colonies humaines.
Alors, commençons par les usines d'extraction de l'hélium-3, un élément abondant dans l'atmosphère d'Uranus. Comment réaliser ce plan ? Tout d'abord, il faut construire une base sur l'un des satellites, puis envoyer sur Uranus une armée de robots télécommandés qui pomperont les flux atmosphériques, les filtreront, les feront passer dans des centrifugeuses et les liquéfieront. Pour réaliser ce processus, il est probable qu'une base flottante alimentée par du combustible thermonucléaire soit créée, située directement dans l'atmosphère d'Uranus. Compte tenu de la deuxième vitesse cosmique sur Uranus, la plus faible parmi tous les géants, le transport des cargaisons ne posera probablement pas de problème. Mais, peu importe le nombre de robots que nous utiliserons, il est peu probable que nous puissions déployer et lancer une telle production sans la participation humaine. La question de l'organisation des colonies se pose donc naturellement. Mais où peut-on réaliser ce projet, à part sur des satellites, puisque la surface d'Uranus n'existe pas, c'est tout simplement dans son atmosphère. Par exemple, si l'on remplit d'énormes ballons d'hydrogène, ils pourront maintenir en l'air des villes entières, et la gravité ici sera similaire à celle de la Terre. Pour réaliser ne serait-ce qu'une partie de ces plans napoléoniens, il est nécessaire de lancer au moins une autre mission dans cette direction pour commencer. La NASA parle depuis longtemps d'un tel projet, mais en raison de son coût élevé et de son inachèvement, le processus est constamment repoussé. Entre-temps, la prochaine fenêtre de lancement pour un vol vers Uranus se situe entre 2030 et 2034. Dans ces conditions, le trajet durera environ 12 ans. Si tout se déroule comme prévu, le monde attend de nombreuses sensations. On peut l'affirmer avec certitude, car le système d'Uranus est l'un des endroits les moins explorés. Les objets dont il sera question dans cette vidéo, heureusement, se trouvent très loin de la Terre. Sinon, tout ce à quoi nous sommes habitués autour de nous n'aurait jamais existé. Pourquoi ? C'est simple, ce monstre cosmique aurait dévoré ou brûlé tout ce qui était dans un rayon de millions de kilomètres. Allô ? Avant de dévoiler son nom, observez la photo. Cet objet mystérieux apparaît parmi d'autres corps célestes et reste presque indiscernable, bien qu'il soit à une distance incommensurable. Nous allons révéler le mystère. Aujourd'hui, nous évoquons les quasars, objets étonnants, peu étudiés et parfois effrayants. Ces objets apparaissent avec d'autres, et ce n'est pas un hasard si, longtemps après leur découverte, les observateurs ne distinguaient pas les quasars des étoiles classiques. Depuis, de nombreuses années se sont écoulées, il est donc logique de se demander qu'avons-nous appris aujourd'hui sur les sources radio quasi-stellaires ? D'emblée, dissipons un mythe répandu. Tous les quasars ne rayonnent pas dans la gamme radio. C'est pourquoi la seconde partie de leur nom traditionnel n'est pas correcte. Revenons aux profondeurs de l'espace. Le nom du premier quasar découvert par les astronomes est 3C48. Cette découverte a eu lieu lorsque Alan Sandage et Thomas Matthews effectuaient une étude radio d'une certaine région du ciel. C'est à ce moment-là qu'ils ont observé un objet étrange en 1963. 5 de ces points étaient déjà connus et aujourd'hui, on en dénombre des milliers. Le quasar le plus éloigné, au nom difficile à prononcer, est à la limite de l'univers observable, à 13 milliards d'années-lumière le plus proche. 3C273 se trouve à 2 milliards d'années-lumière. Qu'est-ce qui rend ces objets si étonnants ? Ils présentent de nombreuses caractéristiques inexpliquées par la science orthodoxe. Une nature mystérieuse. Pour commencer, il est nécessaire de déterminer ce que cela pourrait être, comment et où sont nés les monstres dont nous observons actuellement la lumière. Actuellement, seules des suppositions et hypothèses existent, aucune réponse fiable. Certains astronomes pensent que les quasars sont simplement des noyaux galactiques actifs contenant un trou noir supermassif. On pense aussi qu'avec les télescopes, nous observons un moment bref et douloureux de la naissance des galaxies. C'est pourquoi une zone si petite émet une lumière si intense. Il existe une autre version originale des quasars,
Ce seraient des super-étoiles brûlant intensément leur propre hydrogène, ce qui entraîne des émissions massives d'énergie et de lumière. Mais cette hypothèse n'est pas sans problème. Un tel objet, s'il existait, devrait peser autant qu'1 milliard de soleils, ce qui est en principe impossible. Un corps aussi massif ne peut pas rester longtemps en équilibre stable. Ainsi, les scientifiques restent dans l'incertitude, la source d'énergie des quasars restant inconnue. À propos, parlons de la source qui alimente les monstres intragalactiques. Après de longues discussions, les astrophysiciens ont conclu que la nature thermonucléaire, comme celle des étoiles, est exclue car des émissions d'énergie et une luminosité aussi élevée seraient impossibles. Les quasars sont probablement alimentés par l'énergie gravitationnelle, donc par des trous noirs supermassifs. On ne surnomme pas les quasars phares de l'univers par hasard. Cela est principalement indiqué par le fait que, peu importe à quelle distance ils se trouvent, ces objets sont clairement visibles dans des télescopes ordinaires. Laissez-moi vous donner une analogie. Si vous approchez une lampe allumée de votre visage, elle vous semblera subjectivement plus brillante que le soleil, mais si vous placez la lampe et une étoile côte à côte, la lumière de l'étoile sera incomparablement plus puissante. Cet exemple simple aide à comprendre la notion de magnitude stellaire absolue. Cet indicateur pour le Soleil n'est que de 4,8, alors que pour l'un des premiers quasars découverts, il est de moins 26,7. C'est 4000 milliards de fois plus lumineux que notre étoile. Et l'objet le plus éblouissant jamais observé possède une magnitude absolue tout simplement incroyable de moins 31,4. Si l'on parle de la quantité d'énergie émise par le Soleil et par un objet quasi-stellaire en une même unité de temps, la différence sera de 10 000 milliards de fois. Le rayonnement des quasars peut dépasser de nombreuses fois la luminosité de toutes les étoiles d'une galaxie réunie, et il y en a pourtant des millions. Si un tel objet se trouvait relativement près de nous, disons à 30 années-lumière, il brillerait autant que le Soleil. Il a été établi que l'énergie d'un seul quasar suffirait à la Terre pour plusieurs milliards d'années. Par ailleurs, il convient de prêter attention aux gènes monstrueux des quasars, des émissions d'énergie dont les flux s'étendent sur des millions d'années-lumière. Selon les astronomes, tout cela résulte du travail des trous noirs, qui engloutissent rapidement la matière tombant dans leurs entonnoirs. Le réchauffement dans de telles régions atteint des milliards de Kelvin, et cet enfer est extrêmement difficile à imaginer. Vitesse d'évasion supersonique, comment déterminer la distance jusqu'au quasar? Pour cela, on fait appel au fameux effet Doppler. Grâce à son utilisation, on parvient à déterminer le degré de décalage vers le rouge provenant de ces monstres cosmiques, et il s'avère qu'ils s'éloignent de nous à des vitesses vertigineuses. Par exemple, le quasar 3 C196 s'éloigne à une vitesse incroyable de 200 000 km par seconde, soit les 2/3 de la vitesse de la lumière. En comparaison, la vitesse des galaxies atteint seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Caractère variable, le fait le plus inexplicable est la luminosité variable des quasars. En effet, cet indicateur varie non seulement au cours de l'année, mais parfois même jusqu'à 25 fois par heure. La cause de ces fréquentes fluctuations demeure un mystère. Ce phénomène permet de conclure sur la taille des quasars. Ils ne peuvent pas être trop grands, sinon les fluctuations de luminosité arriveraient par étapes, pas simultanément. Nous avons affaire à des objets compacts qui, pourtant, éclipsent la lumière de galaxies entières. Ces mystères intriguent les scientifiques depuis des décennies. Mais une chose est relativement claire. Si nous nous téléportions en ce moment même à l'endroit où se trouve supposément le quasar, nous resterions totalement indemnes. Pourquoi? La créature n'aurait-elle pas dû nous brûler sur le champ? L'astronaute extraterrestre serait probablement déçu. Cet endroit est sûrement vide depuis longtemps, car la lumière du quasar a voyagé jusqu'à nous bien plus que la durée de vie de l'objet. Les monstres quasi-stellaires proviennent de l'univers primitif, donc beaucoup ont déjà disparu. On ignore comment les choses se passent vraiment, mais pour l'instant, les gens voient la lumière des quasars.
Le voyage dans le passé continue sans pause car nous étudions les objets les plus anciens du macrocosme. Plongez dans les époques passées avec la chaîne Hubble sans oublier d'appuyer sur le précieux bouton « J'aime » ainsi que sur le bouton « S'abonner » et la cloche pour ne pas manquer les notifications des nouveaux épisodes. Beaucoup de choses intéressantes nous attendent, allons-y.